Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on va tester le Sony Xperia SP, qui est un terminal de moyenne gamme avec quelques aspects plutôt premium, vous allez le voir. C'est un appareil de Sony qui est disponible depuis le mois d'avril en France. Vous pouvez le trouver à partir d'1 € avec forfait. Alors, ça, c'est vraiment le prix de base avec un gros forfait chez SFR par exemple. Sinon, en nu, il est autour de 400, 430 euros, 200, enfin 399 euros, voilà, sur les boutiques en ligne. En tout cas, c'est le prix qui a été constaté. Là, on est fin juin 2013. Alors, c'est un appareil, on va passer par les specs. C'est un appareil qui est plutôt intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un écran 4.6 pouces, donc on va qualifier ça de grand écran quand même pour un terminal de moyenne gamme. On a une résolution de 720 par 1280, donc du 720p. Ça fait une densité de pixels de 319 ppi. Donc ça arrive souvent chez Sony d'avoir des bonnes résolutions, des grosses résolutions on va dire, avec des bonnes densités de pixels. On en avait déjà sur le Xperia S à l'époque, entre guillemets. Et là on a une bonne densité de pixels, et vous allez le voir, l'écran est très lisible, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est du TFT avec Bravia Engine 2, c'est une techno qu'on connaît, qui est depuis le Xperia Z en version 2. Voilà, il n'y a pas de White Magic comme on l'avait sur, par exemple, il me semble que c'était le Xperia P, mais vous allez constater que c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du Gorilla Glass 1, en protection en surface. Il tourne sur Android 4.1.2, donc Jelly Bean avec surcouche Sony telle qu'on la connaît sur le Xperia Z notamment, c'est vraiment la toute dernière version. Il est compatible donc 3G+, H+, et également 4G. Ça c'est un des points centrales sur cet appareil, c'est qu'il permet de faire de la 4G chez les opérateurs français, normalement la majorité. Là j'ai un petit doute, mais en tout cas voilà, en France il est vendu avec mise en avant de la 4G et du H+, si vous n'avez pas de forfait 4G ou vous n'êtes pas dans une zone desservie par la 4G. Il est compatible NFC, c'est un petit détail, mais vous allez voir tout au long du test, on va parler de NFC, puisqu'il y a pas mal d'applications qui mettent en avant ça. Bon, ça c'est des choses qu'on avait déjà sur le Z, mais là on le trouve ici sur le SP également. On a 8 Go de mémoire interne, vous avez la possibilité de mettre une micro SD pour augmenter jusqu'à 32 Go. 8 Go c'est pas énorme de base, mais bon, on va dire pour les applications ça va suffire, et puis après pour vos fichiers vous utilisez la micro SD. On a un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED juste ici, et c'est du Exmor R comme sur un Xperia Z, et il filme en 1080p. On a une caméra frontale VGA en haut à gauche, voilà, juste là. Que dire de plus niveau CPU? On a du dual core 1,7 GHz, c'est un Qualcomm, c'est un processeur de chez Qualcomm qui offre de plutôt bonnes performances, et vous allez le voir au niveau des bench. Ça fait partie des éléments qu'on teste. C'est des résultats plutôt sympathiques. Donc on va regarder ça. Une batterie de 2370 mAh qui est pas movible. Et vous avez aussi un mode stamina comme sur le Xperia Z qui permet d'économiser un petit peu de batterie. On en reparlera également. Alors, c'est un produit qui est proposé en noir et blanc, rouge normalement, mais la couleur rouge est un peu moins diffusée. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Vous pouvez l'acheter si vous voulez sur le Sony Store en ligne ou en boutique physique. Il y en a un à Paris par exemple. Pas uniquement je crois, mais voilà. Et donc à partir de 400 euros, c'est un terminal qui pèse assez lourd, 155 grammes pour du 4.6 pouces, donc on va dire c'est oui, relativement lourd. Pour une raison principale, c'est qu'en fait le corps est métallique, et en fait c'est de l'aluminium. Donc on va regarder ça, mais d'abord, oups, je vais pas le casser. Bon, ça doit être assez difficile de casser. Vous allez voir quand je vais parler design, il est assez résistant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Plein de papier, ça c'est chouette. On a des notices, le chargeur, le bloc chargeur comme ça. Là, on a un câble USB, micro USB. Et là, on a des écouteurs. C'est pas de l'intra-auriculaire, c'est vraiment des écouteurs standards. Donc on va pas s'y intéresser. C'est un peu dommage parce que sur le Xperia Z il y avait des... Bon voilà, c'est pas du haut de gamme ici, mais sur le Xperia Z on avait quand même des écouteurs de qualité. J'aurais bien aimé avoir ça aussi, mais bon, on va pas être trop exigeant. Alors, de face, c'est un terminal qui fait pas mal penser.
ouais, non, ce qu'on a habituellement chez Sony, j'ai envie de dire, à la différence près qu'on retrouve ici cette fameuse barre de notification qu'on croyait oublier et qu'on a eu sur la gamme Xperia sur certains terminaux l'année dernière. Et donc ça, c'est un bel ajout, je pense. En plus, c'est une barre transparente, vous pouvez le voir ici, qui fait toute la longueur, qui permet aussi de faire antenne. Et vous allez le voir avec en fonction des thèmes, etc., des morceaux qu'on écoute, des images dans la galerie qu'on regarde, et également des notifications qu'on configure, on va avoir différentes couleurs qui vont s'afficher, et je trouve que c'est bien géré. On a ici donc la caméra frontale en haut à gauche, quelques capteurs qu'on voit pas trop, le logo Sony qui est bien en évidence. En dessous, on n'a rien, on n'a pas de touche sensible puisque c'est des touches ici qui s'affichent de manière tactile. On a le micro là, la barre de notification ici, donc c'est barre de notification et pas uniquement, hein, c'est aussi un petit gadget. On va regarder ça après. Ici, on n'a rien en bas et on le voit bien. Là, c'est en fait c'est toute la surface ici est en aluminium. Voilà. Donc ça se voit bien au matériau. En fait, l'arrière ici en plastique, c'est du soft touch. Et tout le contour ici est en aluminium. Avec une plaque en verre qui est insérée dedans. Donc le rendu, le résultat est vraiment très bon, très compact, agréable à prendre en main. En haut, là, on a le jack 3.5, c'est tout. Sur la droite, on a la touche de volume ici. Le bouton on-off verrouillé déverrouillé, en fait, qui fait complètement penser à celui qu'on a sur un Xperia Z. Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est un bel ajout. Apparemment, c'est comme ça que Sony a décrété qu'il fallait faire des boutons on-off. Et franchement, pour le coup, c'est une bonne chose. Parce que c'est un bouton de qualité qui est facile à utiliser dans le sens où on le trouve facilement. Il est bien en relief, mais pas trop. Et il est de qualité dans le sens où il fait pas de bruit, enfin bon, ça marche bien quoi. Et on a une touche dédiée pour l'appareil photo, ce qui est quand même un bel ajout qu'on n'avait pas tout simplement sur le Xperia Z. Donc ça, moi j'aime bien. Côté gauche, on a le bouton, le slot micro USB. On a quelques petites vis puisque la batterie n'est pas amovible, donc bon voilà, il y a quelques renforts de cette façon-là. Et à l'arrière, l'appareil photo 8 mégapixels, le haut-parleur sur la gauche, le flash LED et le second micro, le logo Xperia. Alors, petite note au passage, ce terminal, j'ai pas vu de bug en l'utilisant, mais c'est un prototype. Et un des problèmes que j'ai, qui est quand même assez important, que vous n'aurez pas normalement dans le commerce. Quand je dis normalement, c'est sûr, mais quand même, ça me perturbe un peu, c'est qu'en fait, le haut-parleur ne fonctionne pas. J'ai essayé différentes méthodes pour essayer de le faire marcher, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Par contre, quand je mets un jack dans la sortie ici, ça va fonctionner. Donc, je pense vraiment, enfin, c'est dû au fait que ce soit un prototype, il y a un problème et c'est comme ça. C'est dommage, je me suis renseigné bien sûr pour la qualité du haut-parleur, on en parlera, mais je vais pas pouvoir le tester pour vous. Ce qui me gêne un peu, mais bon, bah, ça arrive rarement, et là, pour le coup, bah, c'est le cas. Et oui, j'ai dit que la batterie n'était pas amovible, mais on a quand même la possibilité d'accéder à l'arrière. Alors, c'est un peu frustrant de pouvoir accéder à l'arrière et de ne pas pouvoir tout simplement accéder à la batterie. Vous le voyez ici, vous avez une sorte de sticker ici. Et je pense que si on l'enlève, et je vais pas le faire, parce que ça fait partie des éléments intégrés à l'arrière, quoi, enfin au produit en tant que tel. Je pense que derrière on peut accéder peut-être à une partie de la batterie, mais c'est vraiment fait pour pas accéder à la batterie. Bon voilà, parfois il y a des choix de design qu'on peut en mettre en question. Là pour le coup j'aurais bien aimé, dans la mesure où on peut enlever la coque arrière, j'aurais bien aimé pouvoir au moins accéder à la batterie. C'est un peu étrange, mais bon voilà, ça peut-être que ça permet tout simplement de faire un design bien compact, bien de qualité tout simplement. Et c'est vrai que là qu'on appuie par exemple sur tout ça, ça craque pas du tout, tout est très 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 solide, c'est propre quoi. Et là on a le slot micro SD, micro SIM, et là le second micro, bref on a vu ça avec un angle un peu meilleur, voilà, avec la coque tout à l'heure. Donc je pense avoir fait le tour là-dessus. Je dirais que côté prise en main, ergonomie, c'est un appareil qui vraiment me pose aucun problème. Je le trouve très très agréable à prendre en main. 10 mm d'épaisseur, c'est un tout petit peu plus épais que ce qu'on trouve
actuellement sur le marché, mais ça va dépendre, hein. Franchement, moi ça me pose aucun souci. Il est un peu lourd, mais ça lui donne un côté quali aussi. Ça donne l'impression que c'est un produit de qualité, et c'est un produit de qualité. Et d'ailleurs, c'est pas simulé, hein. Le poids, il est dû à l'intégralité des matériaux qui sont utilisés pour faire le produit, et ça c'est vraiment intéressant. On a les boutons sur le côté qui s'utilisent très très bien, bouton dédié pour l'appareil photo. Donc franchement, niveau ergonomie, moi je lui donnerais un sans faute, hein. Je voudrais juste le comparer en termes de taille. Donc là, on a un 4.7 pouces par exemple. Ça, c'est un produit de Bouygues Telecom, enfin qui est créé par Alcatel, qui s'appelle le BS 471. Donc là, on voit qu'il est un peu moins. Enfin, vous voyez pas bien, mais hop, voilà, il est un tout petit peu. Non, il fait la même largeur à peu près. Je crois que le BS est un poil plus large, ouais. On le voit, voilà. Un peu plus large. 4.7 pouces, bon, on peut parler aussi d'un One, hein, pourquoi pas. Mais là, vraiment, on a un écran un poil plus grand sur le One, mais on a également Boom Sound, ce genre de trucs qui prennent plus de place, les touches sensibles. Bon voilà, mais c'est pas un produit qui est très grand. Et j'aime bien son côté un peu lourd, mais l'ergonomie est bonne. L'utilisation de l'aluminium, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Ok, donc on a fait le tour sur toute cette partie-là. Les specs, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que l'écran peut être utilisé avec des gants. C'est à peu près tout. Ok, bon bah c'est parti pour un tour dans l'interface. Si vous avez vu mon test du Xperia Z, bon, vous ne serez pas surpris par la plupart des fonctionnalités qui sont présentes sur ce SP. Je vais quand même voilà, prendre mon temps sur ce terminal, histoire de voir bah, tout ce qu'on trouve. Ok, bon, allez, c'est parti. On a l'écran de déverrouillage avec la possibilité d'accéder rapidement bah, aux différentes notifications qui s'afficheront là. Là, moi, j'ai rien. On a voilà, cet effet un peu 3D qui est là. On a la possibilité d'afficher les contrôles musicaux et l'appareil photo très rapidement. Pour lancer l'appareil photo, le mieux, ça reste aussi d'utiliser le bouton ici. Tac, vous appuyez, vous avez l'appareil photo qui se lance. Vous pouvez prendre une photo et c'est réglé. Donc ça, c'est vraiment rapide, ça marche bien. Ensuite, on est dans l'interface. Alors là, vous pouvez bien sûr changer le fond d'écran, tous ces éléments-là. Vous pouvez également changer le thème. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi sur le Xperia Z. Avec, en fait, les thèmes, c'est plus des fonds d'écran. Et puis après, une petite variante au niveau de la couleur. Donc, je sais pas, je vais mettre ça, par exemple. Voilà, c'est surtout le fond d'écran qui a changé. Ce genre de truc. Mais c'est des associations de fonds d'écran. En fait, il y en a deux. Il y en a un pour le fond là et un pour l'écran de déverrouillage. Je vais mettre celui-là et puis on va rester là-dessus. On peut quand même aller sélectionner le fond d'écran de son choix ici. Donc pour, vous voyez, pour l'un ou l'autre, enfin pardon, vous avez les albums et les écrans ici et les écrans qui sont préinstallés. Et là on peut gérer les différentes pages, déterminer quelle sera votre page d'accueil quand vous appuyez sur Home, donc c'est celle-ci, ici on voit en haut à gauche, c'est blanc, là c'est noir, voilà. Et on peut également en fermer une, je ne vais pas le faire là, mais normalement on peut, voilà, là si je fais comme ça, je peux en enlever une. On a les applications en accès rapide ici, voilà, là j'ai mis l'agenda sans le vouloir, et on a les widgets. Alors côté widget, c'est une insertion très classique, hein. Vous pouvez également changer leur taille de cette façon-là, ça dépend des widgets, mais ça marche franchement bien. Qu'est-ce qu'on a? On a des widgets sociaux qu'on avait également sur le Z, tous ces petits trucs-là, c'est plutôt sympa. Duplication d'écran, ça c'est le mirroring. Les mails, quelques horloges, toujours pratique, hein. On a quelques outils également. Voilà ici pour régler le GPS, le NFC rapidement, ce genre de trucs. Et ouais, voilà, c'est à peu près tout. Le Walkman, ça c'est propre aussi ça. Ça marche bien. Social Life, ça c'est un widget pour gérer l'application Social Life qui est une sorte d'agrégateur de réseaux sociaux. Et là ici on a des contrôles en accès rapide avec le vibreur, enfin le profil, Bluetooth, le Wi-Fi ici, voilà, désactiver, activer, ça marche bien. Toc. Et bien sûr les notifications ici, comme on est sous Jelly Bean, on peut les agrandir de cette façon-là, enfin voilà. On n'est pas sous la 4.2, donc on n'a pas les systèmes à deux doigts ou les widgets sur l'écran de déverrouillage, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon voilà, type de présentation, on a aussi ces widgets-là, au niveau de la galerie, l'heure, voilà, comme je vous ai dit, le son marche pas.
Donc ça c'est le widget de son, et puis c'est à peu près tout ce qu'on a ici. Quand vous lisez de la musique, vous avez ça aussi qui s'affiche là. Et normalement également sur l'écran de déverrouillage, par défaut vous l'avez qui est activé. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Ok. Petit truc que j'ai pas encore montré, et je vais vous montrer tout de suite, voilà, c'est le multitâche. Hein. Un multitâche classique des Xperia récents. Et les micro-applications, les micro-apps, qui s'affichent en bas ici. On peut faire plus. Et aller en télécharger d'autres si on veut sur le Play Store. Ce qui est sympa, c'est qu'avec le passage du Xperia Z depuis, bah, il y en a quand même un peu plus que quand on a testé le Xperia Z. Donc là, je sais pas. Il n'y a pas grand chose forcément de très intéressant, faut bien le reconnaître. Mais si vous voulez, par exemple, un convertisseur de devises, on en a 3. Un miroir, une application pour lire enfin, pour prendre des photos. Bon, voilà. Vous pouvez l'installer de cette façon-là, c'est assez rapide. Ensuite, vous allez là, vous faites plus, et elle va s'afficher ici, normalement, le temps qu'elle s'installe. C'est ce genre de truc, et les micro-apps, bon bah voilà, c'est ça, hein, c'est des petites fenêtres que vous pouvez ouvrir. Vous pouvez pas en avoir plus d'une en simultané. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Franchement, c'est... Moi, je trouve que ça marche bien. Après, sur le Xperia Z, quand je l'ai utilisé au quotidien, la seule que j'utilisais vraiment, c'était par exemple la calculatrice ou ce genre de truc, plus en tant que raccourci rapide vraiment qu'autre chose. Mais bon, moi j'aime bien ce genre d'application installée, enfin de fonctionnalité installée, ça marche bien. On va aller voir rapidement dans les paramètres, je voulais vous montrer quelques petits trucs. Ici, donc ça c'est le classique, hein. Utilisation de données, réseau mobile, partage de connexion, ça, tout ça c'est la base Android. Dans son, on a Clear Phase, je les avais désactivés en pensant que c'était ça qui posait problème, je l'ai réactivé, mais Xloud aussi. Ça c'est augmenter le volume du haut-parleur. Tous ces petits trucs là qui permettent vraiment d'améliorer d'une certaine façon la qualité du son. Ça marche pas mal. C'est la même chose que sur la Xperia Z et ça marche pas mal, ouais. Ensuite, on a la sonnerie du téléphone, tous ces petits trucs là. Ensuite, dans affichage, on a le réglage pour Bravia Engine 2 et le mode gant ici que vous pouvez activer ou non. Donc ça c'est pour rendre l'écran plus sensible et l'utiliser avec des gants. Ça c'est très bien, c'est la balance des blancs et ça je trouve ça vraiment génial. Si vous appréciez pas vraiment les couleurs qui sont offertes par votre écran, bah, vous pouvez régler la saturation ici et la teinte générale que vous préférez pour votre écran. Et ça c'est une tendance que j'ai remarqué aussi chez Nokia. Et j'aime bien cette possibilité d'ajuster vraiment les couleurs de l'écran comme vous le souhaitez. Si vous trouvez que, je sais pas, il vire trop bleu à vos goûts, à votre goût, ce genre de choses, bah, ça pourrait vous plaire. Rotation auto, les effets, les thèmes. Et dernier truc, effet lumineux. Alors effet lumineux c'est ça. C'est les effets de cette barre que vous allez voir prochainement, enfin dans quelques minutes. Rythme de la musique, c'est vous écoutez de la musique et ça va vibrer, enfin ça va s'animer. Les effets d'appareil photo, d'album photo, pardon, dont je vous parlais. Et les notifications, et ça c'est vraiment très bien. Donc on a la possibilité de choisir en fait la couleur qui sera affichée en bas en fonction de la notification. Donc SMS non lu, appel manqué, appel entrant, SMS entrant et une alarme. Et ouais, ça c'est top. C'est dommage qu'on puisse pas personnaliser un peu plus, genre je sais pas, avoir les emails, les notifications Twitter, etc. et pouvoir choisir par exemple la couleur vraiment que vous voulez pile poil. Donc par exemple Facebook, vous pouvez mettre le bleu Facebook. Enfin, j'aimerais bien pouvoir aller un peu plus loin, mais je pense que déjà avoir ça, c'est top. Et l'écran de verrouillage ici, fond d'écran, bon, pas grand chose à dire là-dessus. Donc ça c'était pour un petit aperçu des paramètres parce que je trouvais que ces 2-3 petites fonctions étaient intéressantes. L'appareil photo, le composeur de numéros. Ça se passe comme ça, vous composez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent, vous pouvez ensuite appeler bien entendu. Les contacts en accès rapide avec un axe téléphone. Voilà, vous pouvez passer rapidement un appel, mais vous avez les contacts en accès rapide. Ici, on va regarder les contacts par une autre partie juste après. Les favoris, les groupes. Pour à chaque fois, je crois. Mais oui, mais non, je me suis trompé, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'icône dédiée pour les contacts chez Sony. C'est vraiment comme ça qui fonctionne, j'avais oublié. Désolé, donc voilà, bon, pour les contacts, ça se passe comme ça. Donc
on a les contacts là, vous défilez ici avec les LED, vous pouvez faire des recherches. J'ai un contact là, je peux accéder à sa page Facebook si c'est synchronisé. Et pour différentes infos, je vais en ouvrir une autre pour voir ce qu'on peut avoir d'autre. Bon là il n'y a rien, ça c'est bien. Martine. Bon voilà, j'ai son adresse email, son numéro de téléphone, je peux mettre des notes et toutes les infos que vous rentrez. Normalement, si vous synchronisez avec Twitter, normalement vous avez peut-être un peu plus d'infos aussi, mais je suis pas sûr parce que je sais que Sony a un axe quand même. Alors attendez, toc, réglage, compte synchro, Twitter, il est synchronisé ou pas? Bon, parce qu'en fait, vous pouvez configurer également Xperia avec Twitter et Xperia avec Facebook, et ça va vous permettre ensuite d'utiliser Twitter et Facebook dans Social Life notamment, qui est une application qu'on vous avait présentée lors du test du Xperia Z. C'est une sorte de... Sony aimerait bien que vous utilisiez uniquement cette application pour vos réseaux sociaux. Dans les faits, elle vaut vraiment moins... elle est quand même moins bonne que ce qu'on vous propose sur le store, je trouve. Mais vous avez une agrégation. Vraiment, vous avez tout. Facebook. Donc là, moi, il va rien se passer normalement sur Facebook, sur ce compte. Ouais, bon. Quelques petits trucs quand même. Voilà, avec un affichage comme ça. Et vous avez Twitter également. Donc ça fonctionne, hein. Ça marche bien, c'est juste que je trouve que niveau interface, c'est pas forcément magnifique. Mais bon, on vous propose ça, ça marche bien, et vous pouvez configurer ça très vite et vous avez un widget ensuite qui s'affiche sur l'écran d'accueil. Donc ça c'est quand même sympa. Dans les messages, vous avez les conversations qui s'affichent donc par contact. Donc par exemple, je vais envoyer ça. Bon, ça va pas fonctionner parce que j'ai pas de carte SIM, mais vous allez avoir voilà la discussion qui s'affiche ici de cette façon-là. Vous avez un clavier préinstallé qui est le clavier Xperia, qui est pas franchement celui que je préfère, pour être honnête. Moi, sur mon Xperia Z, j'avais très rapidement utilisé SwiftKey. C'est ça qui est encore bien avec voilà avec Android, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est que vous pouvez personnaliser le clavier comme vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas ce clavier, vous pouvez vous en séparer, enfin ou en tout cas le remplacer. Vous avez également la saisie vocale Google ici, qui marche elle de toute façon très bien. Pour le clavier par défaut, bah c'est comme ça quoi. Alors, attendez, toc, salut les amis. Et donc voilà, si vous vous trompez, faites espace, ça va remplacer. Ça remplace pas dans tous les cas, vous avez vu au début, j'ai écrit Sally. Bon, Sally, ouais, je peux commencer une phrase par Sally éventuellement, mais c'est vrai que des claviers comme SwiftKey 3, c'est beaucoup plus intelligent. Et je vous recommande largement de basculer sur un clavier comme celui-ci si vous souhaitez vraiment pouvoir taper le plus vite possible sur un écran tactile. Bon, c'est ce que je recommande. Et hop, en mode paysage, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça c'était pour la saisie de texte. Et bon voilà. Et ensuite ici, vous pouvez transformer un SMS en MMS, compléter l'action avec album par exemple. Hop. Ça c'est la gestion des applications dans les applications par défaut dans Android. Voilà, j'envoie ça en tant que MMS. Est-ce que je peux l'envoyer, pardon? Très bien, vous pouvez prendre une photo très rapidement, vous pouvez faire un croquis avec l'application qui permet de griffonner. Ça c'est plutôt chouette, et envoyer votre emplacement. J'aime bien cette petite barre en bas, elle est bien intégrée, c'est assez propre. Donc ça voilà, et ça c'est pour les textos, ça marche bien, et pour la saisie texte, si vous n'aimez pas le clavier, vous pouvez le changer. Donc, bon. Moi je dis, c'est vraiment la base. Après il y a cette petite barre en bas qui apporte quelques nouvelles fonctions, enfin quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à ce qu'on trouve de base dans Android, et, je trouve que ça fonctionne bien. On a ce menu principal que je trouve toujours aussi laid, mais c'est mon avis. Vous pouvez désinstaller des applications rapidement de cette façon-là. Vous pouvez pas tout désinstaller bien sûr, hein, ce qui est préinstallé par le constructeur et qui est bloqué, bah, vous pouvez pas y toucher. Vous pouvez partager un contenu ou personnaliser. Il y a aussi un autre truc que vous pouvez faire, sinon ça devrait marcher. Hop. Si vous restez... Alors attendez, normalement il y a autre chose que ça, je vais essayer d'ici si ça marche. Non. Alors, attendez, j'ai essayé juste, et puis sinon c'est pas grave, mais c'est en gros, vous pouvez partager normalement un contenu,
aussi en le faisant basculer en... Ah, vous pouvez créer des dossiers aussi. Ouais, c'est pas grave. Je vais juste essayer une toute dernière fois. J'aime pas lâcher l'affaire aussi vite. Donc là, c'est ma petite application de bench. Je la mets là. Et ouais, il y avait une fonctionnalité qui permettait de faire basculer une icône en haut de l'écran et de partager avec Facebook. Ça servait à franchement à rien. J'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé. Bon. Tri personnalisé, alphabétique, plus utilisé et installé récemment. Ça, c'est quand même pratique. Ça permet de déterminer le tri de base pour votre menu. Vous voyez, le tri reste mémorisé. Ok. Eh bien, on va passer maintenant à toutes les différentes sections à travers l'ordre du menu. Donc, on va commencer par le web et par défaut, vous n'avez plus maintenant le navigateur de base d'Android qu'on avait avant depuis ICS par exemple. On a celui-ci qui est Chrome. C'est mieux et c'est très bien. J'aime bien qu'on a le choix, mais franchement, pourquoi pas. Là, comme ça, moi je trouve que c'est très très bien. Donc double tap, ça va zoomer sur la colonne de texte. Je vais ouvrir ça, vous avez différents onglets. Hop. Je peux ouvrir un onglet. Aller rapidement sur un site, voilà, ça marche toujours aussi bien. Ce que j'aime bien avec Chrome, c'est que si vous utilisez, enfin Chrome sur Android, si vous utilisez Chrome sur votre ordinateur, et que globalement, si vous utilisez l'environnement Google, vous allez avoir une synchronisation de toutes vos infos. Et c'est encore l'avantage d'utiliser Android si vous êtes dans l'environnement Google. Et là, par exemple, je pourrais retrouver mes favoris. Vous avez vu là, par exemple, ce site-là, j'y suis pas allé depuis que j'ai configuré ce terminal. Il me le propose quand même dans ma liste des URL parce que c'est un site que je visite souvent avec mon compte Google, ce genre de truc. Et ça, c'est quand même super pratique. Voilà. Double tap, on peut faire du copier-coller bien sûr de texte, hein, ça pose pas de problème. On peut rester appuyé sur une image, l'enregistrer, l'ouvrir dans un nouvel onglet, ce genre de truc. Ça c'est le seul truc que si j'avais un reproche à faire à Chrome pour Android, c'est ça. Je sais pas pourquoi, le multitâche des onglets, il est pas très bien fait parce que j'étais sur la page, elle avait déjà chargé. Je quitte l'onglet, je reviens et la page elle recharge et ça me saoule un peu. J'aimerais bien qu'il change ça. C'est peut-être une fonctionnalité à régler, je sais pas. Et là, on a la possibilité de forcer l'affichage de la version ordinateur. Ça, c'est une fonctionnalité plutôt sympathique. Précédent, suivant, mettre dans les favoris. Aide, c'est pas ce que je voulais faire. Paramètres, là on a le compte qu'on peut régler. Vous pouvez avoir plusieurs comptes et choisir le compte par défaut. Outils de développement, ça on s'en fout. Paramètres du contenu, vous pouvez gérer le JavaScript, les pop-ups, ce genre de trucs. Accepter ou non les cookies. Et enregistrer ou non vos mots de passe, les saisies de formulaires, ce genre de trucs. Donc ça marche bien. C'est très réactif. Moi j'ai pas de soucis là. C'est la version full de Verge qui est un site quand même plutôt lourd avec pas mal d'images, ce genre de trucs. Et ça défile très bien. Je vais aller sur un article. Là, je suis connecté en Wi-Fi. Et ouais, non, ça charge rapidement. Voilà, double tap, vous lisez votre texte, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Vous appuyez ici, vous pouvez changer l'URL et vous pouvez également faire une recherche rapide sur Google, hein, avec Chrome, comme ça marche bien. Et qu'est-ce qu'il me fait? Il veut plus. Bon, je sais pas, il avait un petit bug là sur Chrome. Enfin bon, voilà, ça c'est Chrome, ça marche quand même plutôt bien. C'est pas de l'ordre du Xperia Z, mais c'est quand même plus que décent. Donc moi je trouve que voilà, pour un écran 4.6 pouces, vous avez quand même une bonne expérience web globale. Donc bon, c'est assez sympa. Il y a un petit truc que j'ai pas mentionné au début. C'est aussi ça le problème de cette approche pour les contrôles en bas, mais c'est qu'en gros, oui, vous avez du 4.6 pouces, mais il y a une partie de l'écran qui est utilisée par cette zone-là. Donc la diagonale, finalement, elle est inférieure. Mais a priori, c'est la diagonale 4.6 pouces, c'est cette diagonale-là. J'ai pas vérifié, mais je devrais vérifier ce genre de truc. Mais voilà, ça c'est ce genre de truc. Et ça on l'avait aussi sur le Xperia Z, hein, mais
c'est pas dérangeant et je trouve que les contrôles tactiles ils fonctionnent vraiment bien. Il y a un truc que je vous ai pas montré tout à l'heure aussi, on va zoomer un peu. Ça va être peut-être un peu difficile de voir bien. Voilà. Je vais zoomer à fond. Ouais, la densité de pixels est vraiment bonne quoi. Enfin, est vraiment élevée et du coup les caractères sont très lisibles. Il y a rien à dire là-dessus. Hein. Ça c'est vraiment du bon boulot. Et moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien les densités de pixels élevées. Il y a des limites. Bien sûr, 300 ça suffit largement et même un peu en dessous on est déjà sur quelque chose de très bien. Mais là voilà 319, pas de souci quoi. C'est parfait. Le Walkman, alors ça c'est l'application Walkman hein, qu'on connaît. Et là, voilà, je commence à avoir mes pochettes qui s'affichent. Donc là, si je défile, je vais avoir la couleur qui va changer en fonction de la pochette que j'ai. Je vais aller dans ma musique. Alors vous avez deux onglets, hein. Vous avez lecture et musique. Vos morceaux triés par différents moyens. Donc les morceaux listés de cette façon-là, les albums, les artistes. Liste de lecture, ces trucs-là, Sense Me en fonction des différentes ambiances que vous voulez. Et vous avez aussi télécharger Info Musique qui fonctionne avec Grace Note, qui permet d'aller récupérer vos pochettes. Et ça marche bien. Alors moi je l'ai normalement utilisé voilà ici. Genre ça, il me l'a récupéré tout seul. Ça je crois aussi, celle-là aussi. Donc ça c'est bien. Ça marche pas mal. Il y a quand même un truc à noter, c'est que quand vous avez beaucoup de morceaux, quand vous faites ça, parfois ça va complètement vous chambouler votre bibliothèque musicale. Ça me l'avait fait sur l'Xperia Z. Donc à utiliser mais avec parcimonie, parce qu'une fois que les fichiers sont altérés, vous n'avez plus qu'à supprimer tous vos fichiers de votre téléphone et remettre les fichiers à partir de votre ordinateur. Et bon, c'est un peu triste, ouais. Et vous avez les likes de vos amis sur des fichiers, enfin sur des morceaux, et le DLNA qui est connecté ici. Alors ça c'est mes serveurs multimédia, j'ai deux ordinateurs sous Windows 7 et une Lassie Cloudbox, et je peux accéder à ma musique très facilement ici. Alors ça c'est pas que sur ce terminal, mais j'aime bien la façon dont c'est géré, c'est-à-dire que je vais avoir la possibilité très facilement d'accéder à mes morceaux. Je sais pas, hop, je le lance, ça va charger un petit peu, et normalement ça devrait être joué voilà, en assez peu de temps, quoi. Ouais, en 4 secondes. Donc là, bien sûr, le son marche pas, hein, c'est ce que je vous disais, le haut-parleur est défaillant, mais si je mettais des écouteurs, ça marcherait, pour vous montrer ça. Donc ça, c'est pour le Walkman. J'aimerais bien vous me parler de la qualité audio, mais je ne peux pas, hélas, ça, ouais, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je voulais vous montrer quand même ça. Donc là, c'est un morceau qui commence avec des beats, voilà, avec un rythme assez marqué. Et je sais pas si, voilà, bon. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt réactif en plus. Hein. Quand vous entendez la musique à côté, c'est assez sympathique. Je vais quand même mettre mon casque et vous faire écouter parce que ça me plaît pas pouvoir faire ça. Hop, on va mettre le casque par là. Je vais le poser sur le micro. J'ai jamais fait ça. Bon voilà ce que ça donne hein, pour avoir enfin c'était pour vous montrer un aperçu de ce système de notification en bas qui permet pas que de faire des notifications, hein, qui permet aussi d'apporter une certaine animation à votre appareil, c'est plutôt sympathique. Je pense avoir fait le tour sur le lecteur audio, l'interface est bien, vous pouvez défiler rapidement entre les morceaux d'une playlist de cette façon-là. Ce truc là vous pouvez le désactiver si vous trouvez que ça utilise un peu trop de batterie ou si ça vous déplaît tout simplement. J'ai pas constaté de grosses chutes d'autonomie avec ça, mais j'ai pas non plus pris le temps vraiment de comparer avec et sans. Donc à vous ensuite si vous l'achetez de faire le test avec et sans. De toute façon c'est un petit gadget, hein, c'est pas non plus vital au terminal et au fonctionnement de l'appareil. Alors ensuite vous avez la galerie avec ce système là qu'on connaît depuis au moins depuis le Xperia Z, mais même je pense avant et que j'aime beaucoup là, qui permet de changer comme vous le souhaitez
l'affichage des images en vignette. Et puis bien sûr ici vous avez aussi ça, hein. Donc là on voit bien la couleur qui change et qui prend la couleur principale, mais pas forcément. Là par exemple il m'affiche du jaune parce que c'est la couleur des fleurs, mais je pense que là la couleur principale ce serait plutôt vert. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Il prend par exemple ici c'est plutôt le vert la couleur dominante, mais il utilise le jaune parce que c'est la couleur qui ressort le plus. Là il va me dire que c'est plutôt vert jaune. Bon bien sûr là c'est plutôt bleu, ce genre de truc. Moi c'est toujours aussi sympa, hein. Moi je trouve qu'il y a un petit effet waouh sur ce genre d'option qui me plaît bien. Et puis là bon vous avez vu, hein, défilement se passe bien. Là vous avez l'information de géolocalisation. Si vous avez géolocalisé vos clichés, vous pouvez partager rapidement vos images via plein de moyens. Vous avez Facebook, Twitter, la messagerie, Picasa, les remarques, donc ça c'est l'application de notes, Bluetooth, Gmail et Send by LAN, qui permet d'envoyer un fichier à une cible sur le réseau. Alors j'ai pas vraiment pu le tester, et on va voir s'il trouve quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ok, voilà, mais bon, ça marche pas, mais vous pouvez voilà, partager rapidement des fichiers de cette façon-là. Et ensuite ici, vous pouvez faire ça c'est pour le DLNA. Et il trouve aucun appareil parce que bon, il n'y a rien de connecté. Vous avez Sense Me Slideshow, donc qui va vous faire un slideshow et avec possibilité de mettre la musique, de mettre une musique, etc. Là, il y a un diaporama plus simple ici. Celui-là, c'est vraiment axé aussi sur... c'est un peu plus intelligent, ça va détecter les visages, ça va zoomer sur les visages, ce genre de trucs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pardon. Vous avez la possibilité de rogner et modifier la photo avec ces options-là qu'on trouve de base dans Android. Voilà, donc pas mal de fonctionnalités et accès bien sûr aux albums ici, dont tout ce qui est accès en DLNA, encore une fois. Donc là, si j'avais des images là-dedans, bah, je pourrais y accéder. J'en ai pas. Si j'en ai, ah, ça a planté, bon c'est pas grave. Ok, on va passer aux films. Alors les films, il y a un système connecté un peu comme sur les musiques et qui permet de... Voilà, vous avez vu le mode en ligne qui est coché ici, on l'avait sur le Xperia Z également. Et donc là j'ai un film, c'est Welcome to Gattaca. Et enfin Welcome to Gattaca, ça s'appelle Welcome Gattaca, je sais plus. Et donc là, moi j'ai rien demandé et il m'a téléchargé automatiquement les informations sur le film avec un synopsis. Alors bon, c'est en anglais ici, mais bon, si vous êtes à l'aise en anglais, ça ne vous posera pas de problème. Vous avez Powered by Grace Note en bas, parce que c'est Grace Note qui donne les infos, que ce soit pour la musique ou la vidéo. Et donc vous pouvez lancer la lecture, et il me dit impossible de lire la vidéo, parce que si je me trompe pas, c'est un fichier MKV, j'avais voulu voir si ça marchait. C'est bizarre qu'il le détecte et qu'il puisse pas me le lire. Je trouve ça un peu dommage. Là, je vais essayer. Et ça fonctionne. Donc, Safe House, protection rapprochée. Et c'est un fichier qui fait 1 giga. C'est tout à fait fluide, hein. Voilà, vous changez le ratio. Hop. Et réglage sonore, réglage d'affichage. Bravia Engine 2, bon ça c'est on retourne dans les paramètres. Donc voilà, si vous voulez lire des fichiers un peu plus complexes que des fichiers DivX, il va falloir installer des applications comme BS Player, Rock Player, VLC. Le lecteur d'Android vidéo de base peut-être qui fonctionne un peu mieux aussi, je sais pas, c'est à voir. Mais en tout cas ici vous avez le système connecté qui est franchement bien. Donc là il a su détecter qu'il y avait Family Guy, que c'est des émissions télé, et ça c'est un film. Donc bien quoi. Et là il me trie aussi par épisode, par saison, etc. Enfin, ce système là que vous connaissez peut-être déjà, hein, mais qui marche vraiment bien. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Je regarde juste ici, ça m'emmène vers la possibilité d'activer le surround. Enlever la stéréo, Clearface, Xloud et les réglages dynamiques pour minimiser les différences entre les morceaux et les vidéos. Ça peut être pratique si vous avez plusieurs vidéos que vous voulez enchaîner, genre de trucs. Ou si vous avez des problèmes de volume vraiment évidents, hein, dans vos vidéos, ça peut arriver. Et là vous avez vos appareils en DLNA et vous pouvez lire d'ici ou lire de votre appareil vers l'appareil connecté. Donc là, moi ce serait plus l'inverse, hein. Enfin ce serait plus lire
des vidéos, je sais pas ce que j'ai, ça marchera pas, mais bon voilà, ça c'est la possibilité d'accéder sur vos serveurs multimédia vos fichiers, et vous pouvez aussi, bien sûr, si vous avez des téléviseurs ou des écrans connectés qui fonctionnent, envoyer vos fichiers pour pouvoir les lire de cette façon-là via le Wi-Fi, donc via le DLNA. Sony Select, donc on va attendre que ça charge, s'il veut bien. Voilà, c'est des sélections d'applications. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est ce genre de truc, on a souvent ça sur les appareils. Moi, je pense qu'avec le Play Store, vous avez des recommandations qui sont suffisamment intéressantes pour pas forcément avoir besoin de passer là-dedans. Mais bon, pourquoi pas, il y a des tris qui sont assez bien faits. Là, l'application a pas l'air de bien... Ah si, c'est moi qui suis pas très doué, juste, voilà. Ok. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, il reprend l'interface qu'on a sur le Xperia Z, à savoir le mode automatique supérieur qui va tout déterminer pour vous, vous n'avez rien à faire. Par exemple, si je devais faire ça et ça, normalement, alors là il m'a rien affiché, normalement il écrit le mode qu'il va utiliser à l'écran. Ouais, bon là il veut pas, mais normalement il m'indique. Voilà, là il écrit macro, parce qu'il estime que c'est macro. Si je me mets dans un mode différent, voilà, il va changer. Bon là il l'a pas fait, mais si par exemple si je vise la fenêtre, ça va pas vous aider, vous allez pas voir, mais j'ai une fenêtre à côté de moi, il va me dire contre-jour, ce genre de truc. Bien sûr vous pouvez utiliser le bouton là ou le bouton là, hein, c'est au choix, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Dans l'interface intégrée, vous avez la possibilité de prendre une photo et une vidéo dans la même interface avec les mêmes éléments. Ça c'est plutôt rapide, et moi j'aime bien ce genre de truc. On trouve quasiment que ça aujourd'hui maintenant sur les smartphones. Hop, une photo, on fait une vidéo, autofocus continu, il filme en 1080p, bien sûr. Il y a un système de stabilisation pour la vidéo qui est logiciel, qui a l'air assez fort. Enfin, dans le sens, il a l'air d'être un peu zélé. Je suis pas sûr que le rendu soit bon, ça m'a l'air d'être un peu déformé. Donc, bon. Ça, de toute façon, la stabilisation, aujourd'hui, il n'y a que Nokia qui fait quelque chose d'optique et qui vaut le coup. Donc, voilà. Normal, ça permet ensuite de libérer certaines options, donc le HDR en accès rapide. Si vous activez, enfin, si vous êtes en mode automatique, il va vous mettre le HDR automatiquement s'il détecte qu'il y a besoin du HDR. Et donc, vous allez voir que le rendu sera pas forcément toujours naturel quand vous prenez des photos en automatique supérieur. Donc, je recommande pas forcément de l'activer dans tous les cas. Si vous prenez un cliché, que vous vous rendez compte que les couleurs sont pas naturelles, c'est trop éclairé par exemple, ça va être surtout ça. Changer de mode et passer en mode normal, et changer ensuite vos réglages tout seul, quoi. Donc là on a l'exposition, le HDR, oui, non, le flash. Là, ici dans les paramètres on peut régler la résolution, le flash à détection de sourire, démarrage rapide. Alors ça va déterminer ce que vous allez faire quand vous utilisez le bouton dédié pour l'appareil photo. Est-ce qu'on démarre et on capture, est-ce qu'on démarre uniquement? Moi je trouve que c'est plus pratique. Démarrer, enregistrer un film, démarrer et oups, je sais plus ce qu'il y avait écrit. Démarrer uniquement la caméra, voilà, ça c'est pour filmer. Donc si vous avez un usage très vidéo, vous pouvez activer le bouton là pour la vidéo. Si c'est photo, vous pouvez faire l'autre chose, et puis sinon vous pouvez dire aussi désactiver. Enfin voilà, c'est ces possibilités là. La mise au point, la HDR, la balance des blancs qui est assez bien faite, hein, c'est du classique. On n'a toujours pas un mode manuel là pour ça. Ça dépend, il y a des très peu d'appareils qui le font. Je crois que j'ai vu un ou deux mobiles le faire. Valeur d'exposition, les ISO, la mesure, stabilisateur d'image, et ouais, c'est à peu près tout. Le son du déclencheur que vous pouvez enlever si vous avez envie, qui est quand même bien. Tous les constructeurs ne proposent pas ça. Et je pense que c'est à peu près tout. Vous pouvez bien sûr prendre une photo ou prendre une vidéo avec également la caméra frontale. Voilà, accès rapide à la galerie ici. Et ensuite ici vous continuez, vous avez caméra vidéo pour... En fait c'est un peu mal fait, je l'avais dit aussi sur l'Xperia Z, c'est que si vous voulez régler les paramètres précis pour la capture vidéo, va falloir passer par là. Vous changez les paramètres ici, ce genre de truc. Alors ça vous pouvez changer hein, les icônes qui sont affichées ici. Et là vous changez la scène, vous changez l'éclairage, ce genre de choses. Vous pouvez... Oups. Également, alors attendez, j'essaye de... Ah, mais on n'a pas beaucoup d'options en fait.
Ouais, pour la vidéo, on a beaucoup moins d'options. Mais c'est là qu'il faut régler les paramètres pour ensuite pouvoir filmer avec le paramètre déterminé. Mais pour la résolution, c'est différent. Tous ces trucs-là, c'est différent. Enfin, en tout cas, vous pouvez aller la chercher ici. Et voilà. Mais j'aurais bien aimé avoir peut-être une gestion différente de tout ça, parce que c'est pas très pratique de devoir passer par ici pour accéder aux paramètres de la vidéo. Vous avez des effets de photo. Donc voilà. Un panel d'effets. Donc miniature, normalement, c'est avec les effets de flou en haut et en bas pour faire ce genre de truc. Obturateur Harris, kaléidoscope. Okay. Et le panorama par balayage qui est un petit peu galère à utiliser, je trouve, sur les terminaux Xperia, parce que il a besoin impérativement que vous finissiez le cycle pour pouvoir accepter de prendre la photo. Par exemple, là, j'avance, et j'ai envie de m'arrêter ici parce que ben, voilà, et il me dit échec de la prise de vue. Je vais réessayer. Donc là, je commence à faire ça, j'appuie sur le bouton appareil photo, il se passe que dalle, voilà. Et donc ça me perturbe parce que j'ai pas forcément envie de faire tout un tour complet. Et du coup, vous allez vous retrouver à faire un panorama et puis la fin du panorama à le faire vite fait parce que vous en voulez pas et ensuite rogner après la photo. C'est un peu dommage. Donc ça, c'est juste un détail, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse ça autrement. Les modes de scène. Donc tout ça, c'est des modes qui sont détectés automatiquement quand vous êtes en mode supérieur, automatique supérieur, sinon vous pouvez le faire ici. Donc correction de contre-jour avec HDR, vous avez mode fête, sport, document, mer. Pour tout ce qui est macro, ça se fait différemment, ça se fait plus tout seul, hein, il me semble. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Appareil photo avant et vidéo avant, voilà. Une interface qui est bien, mais je trouve qu'il est pas très cohérente. J'en avais parlé aussi sur l'Xperia Z, il y a des paramètres qu'il faut aller chercher à droite à gauche, des trucs qui sont pas très logiques, genre là-dedans, on a automatique supérieur, mais on a normal qui permet d'accéder à d'autres fonctions, caméra vidéo qui est là-dedans, j'aurais bien aimé peut-être un accès rapide, je sais pas, le balayage qui est là, mais les scènes aussi, des effets de photo, enfin c'est un gros mélange qui pour moi n'a pas beaucoup de sens. Voilà, j'aimerais bien que Sony rebosse un peu son interface, je sais qu'ils viennent de le faire et qu'ils vont pas le faire du coup, mais je pense qu'il y a un petit peu de boulot à faire pour avoir quelque chose de vraiment propre. Pour les emails, alors là j'ai pas configuré, mais c'est le client qu'on trouve sur les terminaux Xperia avec une interface blanche qui est pas mal. Je vous invite à regarder le test du Xperia Z pour voir à quoi ça ressemble. En fait, ça ressemble un peu à ça. Alors ça c'est l'application de calendrier qu'on trouve sur les appareils Xperia, qu'on a également sur l'Xperia Z et que je trouve cohérente avec le reste du design, mais la vue, moi, elle est un peu grossière avec vraiment ces cases qui sont très très grosses. Et ce qui est sympa, si vous n'aimez pas celle-là, comme moi par exemple, c'est que vous pouvez toujours installer l'application calendrier Android qui est proposée de base par Google et que vous pouvez télécharger sur le Play Store pour remplacer celle-là. Donc, mais bon, elle est bien, hein, soit elle synchronise bien sûr avec Google Calendar et d'autres systèmes si vous avez envie, mais vous pouvez également la changer. Alors qu'est-ce qu'il me dit lui? Pan, pinch et buy hamburger. Ok, super. Donc ça c'est système de remarques. Donc ça reprend un peu l'idée qu'on a dans les applications de prise de notes. Donc vous pouvez à la fois dessiner, voilà, avec pas mal de fonctionnalités, hein. Vous pouvez changer l'élément utilisé. Donc là j'ai une plume, un crayon, ce genre de truc. Vous pouvez changer la couleur. De cette façon-là, c'est assez précis. Vous pouvez changer la taille du trait, du tracé. Voilà. La gommer, revenir en arrière. Donc ça permet de dessiner, c'est plutôt sympa. Mais c'est pas forcément idéal de faire ça à la main, quoi. Moi, c'est pas un truc qui m'enchante particulièrement, d'autant plus que, oui, voilà, vous voyez, avec un stylo, ça marche pas. C'est pas comme le Xperia Z Ultra, alors qu'on n'a pas encore testé, mais qui normalement permet de faire ce genre de truc. On verra ça quand on le testera, et vous pouvez rentrer du texte de cette façon-là, régler ça. Donc ça permet tout simplement de prendre des notes avec des croquis et du texte. Cette application elle est pas mal, c'est juste, bon, moi je l'utiliserai personnellement pas parce que au doigt, dessiner au doigt, je trouve que c'est assez pénible. Il y a un petit truc qui est quand même bien, il faut bien noter, c'est que vous avez une synchronisation avec Evernote qui se passe ici, vous pouvez régler votre compte Evernote. Et moi je trouve que c'est propre parce que c'est vrai que c'est quand même le système de prise de notes aujourd'hui le plus utilisé, de stockage en tout cas d'idées, de ce genre de choses. Et l'avoir intégré comme ça sur le SP, ça marche, enfin c'est une bonne chose.
Réglage alarme horloge. Alors alarme oui, mais vous avez aussi l'horloge et le chronomètre et une minuterie, hein. Ça c'est vraiment les fonctions qu'on trouve sur tous les terminaux Android plus ou moins, par peut-être l'horloge mondiale et qui a été que tous les constructeurs personnalisent. Et ici Sony le fait bien. Maps qui marche bien, vous avez quelques outils, la calculatrice, un utilitaire de sauvegarde, un lecteur de QR code et la gestion des téléchargements. Radio FM, on a Track ID qui est une application de type Shazam pour reconnaître les morceaux. Play Now qui est une plateforme proposée par et qui marche même pas. Sûrement parce que j'ai pas de carte aussi, mais c'est une plateforme proposée par Sony où vous trouverez des contenus divers et variés. C'est pas très intéressant, voilà, pour être honnête. Movie Studio, c'est une application Android, complètement Android, qui est pas, c'est pas proposé par Sony, hein, c'est quelque chose que propose Google et qui permet de faire des petits des petites éditions de vidéos. Smart Connect, c'est pour compatibilité avec quand vous connectez des accessoires, ce genre de choses, vous pouvez déterminer les événements en fonction, ce genre de choses. Ça marche assez bien. Vous avez vu, hein, pardon, mais musique en déplacement, quand je mets une oreillette, ça c'est un mode. Si tel mode se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Enfin voilà, ça permet de déterminer des actions en fonction de différents déclencheurs. Xperia Link. Donc ça, hop. Alors ça c'est pratique, mais je trouve que ça sert pas forcément. Donc vous voyez, démarrer l'application Xperia Link sur votre tablette PC et taper sur configuration. Numériser le QR code sur votre tablette, ça permet de linker en fait un terminal à un autre et pour ensuite pouvoir accéder à Internet avec l'autre appareil. Donc vous voyez, c'est écrit, c'est un tout petit, permet d'utiliser la connexion au réseau mobile téléphone pour accéder à Internet à partir de votre tablette PC. Ça permet d'appairer plus facilement les deux terminaux, mais vous pouvez aussi le faire différemment. Vous pouvez aussi le faire en partage de connexion plus classique. Un mode voiture, voilà. Donc avec un accès rapide à certains éléments. Le seul problème, et c'est toujours la même chose, c'est que vous avez une interface sympa jusqu'à là, et puis quand vous rentrez là, vous avez ça. Et donc si vous êtes au volant, déjà je déconseille d'utiliser votre mobile, mais en plus de ça, si vous avez une interface qui peut optimiser, ça sert pas à grand chose. Le téléphone, peut-être que c'est mieux. Ouais, vous pouvez rappeler rapidement le répondeur là avec une interface dédiée. Le clavier, ça c'est bon, ça c'est optimisé. Pourquoi pas? Mais je trouve ça même dangereux de proposer ces fonctionnalités parce que c'est tout simplement pas une bonne chose d'utiliser son mobile au volant. Donc bon, mais au moins on les a. Pourquoi pas? Wise Pilot, normalement c'est une démo alors d'un système. C'est avec Navtech, donc c'est pas mal parce que Navtech c'est Nokia quoi. Mais c'est une solution une solution pilote, une solution trial, c'est en démo en fait, et après vous pouvez payer. Franchement, pour utiliser moi-même Google Maps très régulièrement, c'est une tuerie sous Android, donc je vois même pas à quoi ça sert aujourd'hui d'essayer une autre solution. Si vous n'êtes pas satisfait de Google Maps, vous pouvez tenter, et puis vous en avez une en démo ici, donc c'est quand même bien. Mais c'est largement pas nécessaire. Vous avez un système d'assistance, vous avez la gestion des mises à jour via un centre de mise à jour, les applications, les mises à jour des applications natives, les mises à jour du système également que vous retrouverez ici. Et donc là on est en 4.1. Qu'est-ce que je disais au début, 4.2 pardon. Et on le retrouve. Bon, il n'y a pas de mise à jour pour l'instant. Gmail, ça c'est les mails, hein, c'est l'application de base qu'on trouve dans les terminaux Android, là dans sa toute dernière version, la 4.5, avec ce système de sélection qui est très facile ici. Là on a des avatars qui s'affichent, on les voit pas là, mais c'est des lettres, mais normalement c'est des avatars pour afficher, pour vous montrer très rapidement quelle est la personne qui vous a envoyé un mail. Ça marche bien. Play Music qui est installé quand même ici, hein, parce que bon, c'est quelque chose qu'on trouve sur tous les terminaux Android. Au choix, je pense, du constructeur, mais là on le trouve quand même, et donc c'est pas mal. C'est un autre lecteur, c'est le lecteur officiel d'Android, de Google, lecteur musical, qui vous permet d'accéder à vos fichiers de cette façon-là, mais également à l'offre dans le cloud. Donc vous pouvez uploader vos fichiers musicaux dans le cloud, donc chez Google, et les retrouver ici en streaming, donc ça évite d'utiliser la mémoire de votre terminal. Et en parallèle de ça, Google proposera probablement un jour en France une offre qui s'appelle All Access, qui est une sorte de Spotify qui coûte 9,99 et qui permet d'accéder là-dedans à des millions de titres.
Donc Play Music, je recommande d'y jeter un œil. Vous avez Play Film et Play Livre aussi, c'est les accès rapides à tout ce qui est film et livres sur la plateforme, donc pour les lire et également bien sûr pour les acheter. Enfin pour les acheter ça se passe sur le Play Store, hein, mais quand vous faites boutique vous arrivez sur le Play Store. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a McAfee Security qui est préinstallé et on a le reader de Sony ici. Bon, ça me demande de le télécharger ou de le mettre à jour. Je vais l'ouvrir. Il veut absolument, je crois que je fasse une mise à jour. Mais bon, voilà, c'est l'application de reader d'ebook et Office Suite qui est installée dans énormément de terminaux qui permet de lire des documents PDF, Word, etc. PDF. Oui, normalement PDF aussi, mais Word, DocX. XLSX pardon, et PPSX. Sinon vous avez aussi Google Drive qui est anciennement Google Doc. Enfin Google Drive c'est la solution dans le cloud de Google. Et vous pouvez aussi lire vos documents, les éditer en temps réel, collaborer avec des personnes. Enfin voilà, ça vous pouvez l'installer sur Play Store. Et juste un petit truc pour vous montrer niveau performance. On va parler performance là et puis je vais finir ce test hein, parce que ça fait quasiment 1 heure déjà. On a un petit, entre guillemets, 16300, entre 15 000 et 16 000. Et à savoir que c'est pas mal parce que ça équivaut en fait aux performances, d'après le chart ici, d'un Note 2. Galaxy Note 2, qui est un terminal qui est quad-core. Donc c'est sympa. C'est sympa. On est en 1,7 ici en dual-core. Moi je trouve que c'est des bonnes performances sur le papier. Et du coup ça me pousse très rapidement à vous montrer ce que ça vaut. Hop. Dans un petit jeu, alors c'est un jeu léger que j'ai choisi parce que j'avais celui-là sous la main pour être tout à fait honnête avec vous. Et mais je constate très régulièrement que sur un jeu comme celui-ci, même s'il est léger, on a des performances différentes d'un terminal à un autre. Déjà la première chose ici qu'on a pu constater, attendez, je vais juste, non, c'est que ça charge très très vite. Et ça, c'est plutôt sympa. Oups, désolé. Bon, on va revoir le chargement. Voilà. Creative. Donc ça c'est rigolo, chez Sony, ce jeu-là, il a des contrôles qui sont énormes, alors que sur d'autres terminaux, c'est pas le cas. Je sais pas vraiment comment ça marche, comment c'est géré, mais bon, en tout cas là c'est super fluide, il n'y a vraiment aucun souci. Et la grande majorité des jeux en 3D actuellement sur le marché vont fonctionner de la même façon, ça va super bien marcher. Et pendant un certain temps, hein. Faut imaginer là que niveau performance, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Alors bien sûr ça va dépendre du jeu. Si le jeu est optimisé quad-core, bah, vous serez avec votre dual-core, même si c'est 1,7 GHz, vous n'aurez pas forcément les mêmes performances que d'autres terminaux qui affichent les mêmes scores sur des benchmarks. Mais au final, le SP c'est quand même un appareil avec d'excellentes performances pour un terminal de moyenne gamme. Et ça c'est à noter. Donc ça moi je trouve que c'est une bonne chose sur cet appareil. Puis au-delà de ça, vous avez vu dans l'interface, ça fonctionne super bien. Tout à fait fluide. Sur le web ça marche bien. Le web c'est un peu moins bien que sur un Xperia Z, mais bon, on compare pas voilà, du haut de gamme avec du moyen de gamme, mais moyennant quoi c'est quand même bon. C'est quand même bon. Et niveau autonomie, alors moi ce que j'ai constaté de mon usage relativement court du SP, c'est que j'avais une grosse journée en autonomie. En usage on va dire classique. Un peu de web, un peu de jeu, ce genre de truc. Donc ça, pour moi, c'est satisfaisant. C'est une autonomie qui est satisfaisante. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez le mode stamina. Alors quand vous activez le mode stamina, ce qui se passe, c'est que quand l'appareil est en veille, quand l'écran est éteint, ça va désactiver le Wi-Fi, ça va désactiver les données. Il va entre guillemets plus rien se passer connecté au réseau quand l'écran est éteint. Et ça vous pouvez l'activer, ça permet vraiment d'économiser pas mal de temps, pas mal d'autonomie. Alors là moi je l'ai pas assez utilisé, du coup il n'arrive pas à m'estimer encore ce que ça peut m'apporter. Mais là dans l'état il me dit que si je l'utilise comme ça, voilà, il me reste encore 3 jours. Bon là il est pas utilisé beaucoup. Un petit truc qui est sympa avec le mode stamina, parce que comme je vous dis, ça permet de pas utiliser la data, mais pour certaines applications ça peut être problématique.
pouvez déterminer des applications qui sont des exceptions. Donc par exemple là j'ai mis Office Suite. En gros Office Suite, s'il a besoin de communiquer avec la data pendant que l'écran est éteint et que le mode stamina est activé, il le fera quand même. Donc si vous utilisez des applications comme Spotify et que vous n'utilisez pas en hors ligne, ou YouTube et vous écoutez de la musique, non ça marche pas parce que l'écran est éteint. Non, bah, des applications sonores majoritairement, enfin, si vous écoutez de la musique, des web radios, ce genre de trucs, bah, vous aurez besoin d'utiliser ce genre de fonctionnalité parce que c'est vraiment pratique. Voilà, je pense avoir fait le tour hein, sur ce SP. Alors, le Xperia SP, moi je trouve que c'est un appareil vraiment très intéressant sur plusieurs points. Le premier, ça va être le design. Je vous en ai parlé tout au début, bien entendu. C'est un design très très bien réussi, bien fini, avec des contours en aluminium, le dos en soft touch. On a un bel écran, hein, on va dire, niveau hardware, hein, pour continuer sur le hardware, du 4.6 pouces, donc c'est quand même de la place. On a une bonne ergonomie, donc côté hardware à proprement parler, même spec sur le papier, c'est quand même plutôt sympathique. Ensuite, après, vous avez également ce système de notification. Ça peut paraître un peu gadget, mais moi je le trouve bien géré. Et puis ensuite, à l'intérieur, vous avez beaucoup de fonctionnalités, tout est très fluide. La surcouche Xperia, la surcouche de Sony, c'est pas celle que je préfère. Mais je pense quand même qu'elle est pas mal. Elle est pas mal, esthétiquement parlant, il pourrait y faire des petits efforts. Il y a peut-être 2-3 petits trucs qui manquent de cohérence, notamment dans l'appareil photo, mais globalement, elle offre beaucoup de fonctionnalités et voilà, on va être indulgent avec l'aspect esthétique, puisqu'elle est quand même cohérence dans l'aspect visuel, c'est plus dans les fonctionnalités que de temps en temps il y a des options qui sont bizarrement placées. Mais sinon, globalement, ça va. Sur le web, c'est bon, on a de bonnes performances en jeu, l'autonomie est ce qu'on espère aujourd'hui sur un terminal de moyenne gamme, à savoir une grosse journée, et voire plus si vous êtes plus léger et que vous utilisez le mode stamina. Donc là, ça peut être utile pour beaucoup de monde, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, je regarde juste ma liste 2 secondes. Toc toc. Bah, le prix nu qui est 400 euros. Bon, c'est pour du moyen gamme, 400 euros, c'est pas donné. Mais il y a beaucoup de monde qui hésite un peu à le mettre dans la case des haut de gamme, quoi. Bas de haut de gamme. Et je suis assez d'accord d'une certaine façon. Donc, bon, je dirais que 400 euros, effectivement, c'est pas donné. Mais après, si vous êtes déjà engagé chez un opérateur, vous avez des points, je sais pas, et vous le trouvez chez un opérateur pas très cher et que ça vous dérange pas d'être engagé, ça peut être intéressant. D'autre part, si vous êtes chez un opérateur, enfin une marque sans engagement du type BNU, Soch, etc., vous avez parfois des prix nus, enfin, c'est pas vraiment nu puisque vous êtes quand même chez cet opérateur-là, mais c'est quand même des prix nus qui sont pas inintéressants. Et c'est inférieur à 400 euros, ça tourne au plus autour de 350, 370 genre de prix. Bon, c'est pas une grosse ristourne, mais c'est quand même pas inintéressant. Euh, voilà, je pense avoir fait le tour hein, sur ce SP. Si vous avez des questions sur ce terminal de Sony qui m'a semblé tout à fait pertinent aujourd'hui hein, pour le haut de gamme, je pense d'ailleurs que c'est le meilleur. J'ai dit haut de gamme, je vais dire moyenne gamme, mais pour moi c'est le meilleur terminal Sony mobile, moyenne gamme actuellement sur le marché, donc bon, intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à bientôt.